Bonjour à tous. Donc effectivement, ce que je vous propose, c'est vous parler de l'exemple d'un territoire, celui du bassin de la Dordogne, donc en lien avec la continuité. Et donc bon, c'est effectivement le territoire finalement de travail de l'EPTB Épidore. Alors ce que je vais tout d'abord vous faire, c'est présenter les différentes problématiques de continuité qu'on peut trouver sur le territoire, pour après prendre d'exemples d'actions qui ont été menées et engagées par l'EPTB. En lien effectivement du coup avec le thème de la session, celui donc des acteurs du territoire notamment. Donc tout d'abord, les problématiques de continuité. Alors la problématique effectivement elle existe souvent parce qu'il y a des ouvrages, des barrages qui sont présents sur le territoire et sur les rivières. Donc au niveau des ouvrages qui sont présents sur le bassin, je les présente, on a des grands barrages hydroélectriques, donc principalement localisés sur la partie amont du bassin. Donc on les voit effectivement, tous les triangles orange, ils ne sont pas tous représentés, là ce sont les principaux ouvrages, mais des grands barrages qui peuvent mesurer jusqu'à près de 100 mètres de hauteur, et du coup qui créent des gros volumes de stockage, plus d'1 milliard de mètres cubes en fait sur le bassin amont. Donc voilà un petit peu à quoi ça peut se ressembler. Ce sont en fait des grandes chaînes hydroélectriques qui sont créées avec des interconnexions entre les barrages pour pouvoir mobiliser facilement et produire plus au niveau énergétique. Donc on voit également quelques photos qui illustrent un petit peu la taille des ouvrages qu'on peut trouver. Autre type d'ouvrage, toujours ouvrage hydroélectrique, des barrages de moins grande ampleur qui sont répartis sur le territoire avec certains secteurs plus équipés que d'autres, mais donc effectivement qui occupent un peu tout le territoire. Et puis autre type d'obstacles, donc des obstacles de toute nature finalement, des seuils, effectivement des radiers de pont, qui on le voit, donc tous les petits points rouges qui sont représentés sur le territoire occupent bien l'ensemble du bassin. Donc à partir de tous ces ouvrages qui sont présents, on a un certain nombre de problématiques qui se posent sur le thème de la continuité. Alors je ne vais pas forcément tous les détailler de manière très pointue, puisqu'il y en a quelques-uns qui ont déjà été bien mentionnés dans les présentations précédentes. On a effectivement la rupture de la circulation piscicole, avec certains points d'importance, la position des ouvrages sur le réseau hydrographique, le cumul d'obstacles, effectivement aussi, qui est important. Plus il y a d'obstacles, plus le poisson, en général, il s'essouffle pour essayer de les franchir. Les espèces de poissons également qui n'ont pas la même faculté pour les franchir. Donc, au final, du coup, des problèmes de circulation qui se posent aussi bien sur la montaison que pour la dévalaison. Et puis également, du coup, même s'il y a certains ouvrages qui sont équipés d'équipements de franchissement, leur efficacité et leur entretien qui est souvent lié posent souvent souci. Autre type, alors, il y a certains secteurs du bassin qui sont particulièrement marqués, puisqu'ils subissent aujourd'hui une rupture physique majeure. On peut prendre l'exemple du bassin amont, qui a été complètement transformé, donc avec des grandes retenues qui ont été créées et qui ont donc effectivement fait disparaître des milieux, par exemple, d'exception pour des espèces emblématiques comme le saumon. Aujourd'hui, c'est une partie du bassin qui est de toute façon complètement inaccessible du fait effectivement de la hauteur des ouvrages. On a un autre exemple, effectivement, celui qui est entouré en rouge, c'est le secteur de l'axe de Lille, qui est aujourd'hui très équipé en barrage hydroélectrique, donc effectivement avec une succession d'ouvrages. En fait, pour ces secteurs-là, on peut considérer aujourd'hui que la situation elle est comme quasiment irréversible. Autre point effectivement de rupture de continuité, celui du transport solide, il a également été beaucoup mentionné. Il se pose forcément de manière plus importante quand on a des grands ouvrages, donc avec des sédiments, notamment un transit sédimentaire qui est bloqué, des sédiments qui se retrouvent bloqués, concentrés en masse dans les retenues. Et puis derrière, souvent, également à l'aval des ouvrages, un déficit de granulométrie intéressante pour certains habitats, par exemple. Alors, un autre truc qu'on n'a pas forcément mentionné, c'est l'aspect vidange. Des épisodes du coup qui sont souvent traumatisants, puisqu'il y a quand même des quantités importantes qui sont déversées rapidement à l'aval des ouvrages, donc effectivement qui sont problématiques pour le milieu. La rupture, ce que j'ai appelé la rupture chimique, elle a déjà été mentionnée. Effectivement, du coup, on a des processus chimiques qui sont complètement modifiés, de la qualité de l'eau qui est dégradée avec des eaux stagnantes, une eau qui se réchauffe en surface, des relargages possibles de matières polluantes, qui conduisent à des problèmes d'eutrophisation et de cyanobactéries, qui touchent notamment, quand on parle d'acteurs, le développement des usages qui a été effectué sur les grandes retenues. Effectivement, le territoire, du coup, s'est transformé
avec cette transformation de secteurs courants en retenue, les acteurs, les collectivités ont tendance on cherche à s'approprier le territoire. Donc effectivement, il y a des usages qui sont développés, baignade, pêche, navigation. Donc autre impact, celui qu'on pourrait qualifier finalement de rupture du régime hydrologique. Donc là, c'est la continuité de débit finalement qui est interrompue. Alors un exemple particulier, celui des éclusées sur le bassin de la Dordogne. Donc, les éclusées, qu'est-ce que c'est? Ce sont les variations brusques de débit qui sont effectuées en fait à l'aval des grandes chaînes hydroélectriques. Donc effectivement, avec ces grands stocks, ils sont capables de lâcher et de produire rapidement de l'énergie. Donc on voit effectivement en rouge une courbe, pour l'illustrer, une courbe en rouge donc, qui correspond au débit qu'on pourrait voir naturellement sur le cours d'eau. Sauf qu'effectivement, il y a derrière quand même une présence de barrage qui fait que du coup, les débits qui sont réellement lâchés, ce sont les débits en bleu. Donc on voit des variations fréquentes, brusques, effectivement, du coup, qui se passent rapidement, et puis de forte amplitude. Donc en plus, qui se répercutent derrière près de 200 km au moins à l'aval des grandes chaînes, donc effectivement qui impactent largement le territoire. Alors derrière, comment ça se répercute sur l'écologie notamment? Ce sont des variations qui provoquent notamment des mises à sec de frayères, également des piégeages de populations importantes d'alevins suite après la période de reproduction, ce qui apparaît pas non plus sur ma diapositive, mais un impact important vis-à-vis des acteurs. Ce sont également du coup des usagers qui sont impactés par ces éclusées, puisqu'effectivement ils se retrouvent confrontés à des variations brusques, quasiment imprévisibles, et du coup qui compromettent les usages. Effectivement, la rivière Dordogne, c'est par exemple une des rivières les plus fréquentées pour le canoë-kayak. Toujours sur le régime hydrologique, on a également donc, des secteurs entiers de cours d'eau qui sont pour lesquels les écoulements sont complètement dérivés. Donc, ce sont des ouvrages, donc ce qu'on voit effectivement qui apparaissent, les petits points verts, qui apparaissent sur les rivières, qui dérivent complètement les écoulements de leur circuit naturel pour pouvoir les amener jusqu'à des usines où les écoulements peuvent être turbinés. Donc en fait, tous les tronçons qui apparaissent en orange, ce sont des tronçons court-circuités qui sont en fait du coup quasiment en étiage permanent, pour lesquels la majorité des écoulements sont détournés. Et donc sur le parti amont du bassin qui est particulièrement marqué, on a quasiment 350 km qui sont concernés. Alors, vous l'aurez compris, effectivement, au niveau des enjeux qui sont présents sur ces ouvrages, l'hydroélectricité, c'est aujourd'hui le plus lourd. On a des grandes chaînes de barrages donc, qui sont présentes, qui, avec leur gros volume de stock d'eau, peuvent mobiliser très rapidement en fait, l'équivalent quasiment de deux tranches nucléaires. Et donc, en fait, ce qui en fait l'un des trois principaux outils hydroélectriques au niveau national. Donc, effectivement, du coup, un outil stratégique finalement, qui permet de sécuriser le réseau électrique national, voire européen. Toujours sur l'hydroélectricité, on a donc les ouvrages de moindre ampleur, ceux qui fonctionnent en général au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne stockent pas forcément de gros volumes d'eau, mais ils ont plutôt tendance à turbiner les débits qui transitent dans la rivière. Alors, en nombre, ils sont très importants, puisqu'on a quasiment 85% du total des usines qui sont donc effectivement de tels ouvrages. Par contre, en production, clairement, ce ne sont effectivement pas ceux qui produisent le plus, puisque sur le bassin, ça concerne simplement 10% de l'énergie hydroélectrique produite. Alors, d'autres enjeux également qui peuvent être présents, on les a déjà mentionnés au cours des précédentes présentations, effectivement des anciens moulins, des ouvrages des fois qui servent effectivement à une stabilisation hydraulique, pour des ouvrages de ponts, de routes par exemple, certains effectivement qui ont un usage agricole, et puis de nombreux ouvrages qui sont aujourd'hui sans usage. Donc après cette première partie, donc, ce petit panel finalement de cette présentation, cet état des lieux sur la continuité en lien avec les ouvrages sur le bassin de la Dordogne, je vais vous présenter quelques actions qui sont donc menées et qui sont engagées par Epidor. Donc une action, effectivement, celle sur les éclusées. Alors aujourd'hui, c'est quand même considéré depuis longtemps comme une problématique majeure sur le bassin de la Dordogne, qui a été identifiée dans la charte Vallée Dordogne dans les années 90. Et puis par la suite, on a eu également le SDAGE, également tous les procès-verbaux qui ont pu être dressés à l'encontre de l'exploitant, notamment pour exondation de frayères, qui ont été des points déclencheurs pour commencer à travailler sur la réduction des perturbations. Donc, à partir de là, on s'est rendu compte que les règles des grandes concessions hydroélectriques, elles étaient quasiment impossibles à modifier en cours de route.
Donc ce qui a été fait, c'est qu'il y a une démarche contractuelle qui a été engagée, dans un premier temps en 2004, et puis plus récemment une convention qui a été signée entre différents partenaires. Donc effectivement, quand on parle d'acteurs, le PTB, l'État, EDF et l'exploitant, et donc l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Donc là, il s'agit en fait d'une démarche expérimentale, essayer de trouver des manières des espèces de compromis entre l'enjeu énergétique qui est présent et également l'enjeu écologique qui est également du coup qui occupe une grande part du bassin. On a également la question des usages qui sont intégrés. Alors, si on tire un premier bilan finalement de cette convention, de cette démarche, c'est qu'il y a un énorme besoin de démonstration sur le plan biologique. À partir du moment où on veut commencer à avancer, à modifier les règles de gestion des ouvrages, il faut effectivement avoir des arguments très poussés. Donc c'est notamment la raison pour laquelle il y a des suivis, des moyens pour le suivi technique effectivement et du coup et financier importants qui sont mis là-dessus. Après, on se rend compte aussi que du coup, on est souvent amené à comparer le poisson et le kilowattheure, même si c'est en fait un exercice quasiment impossible. Alors pour autant, effectivement, comme on y est poussé à cette espèce d'exercice, on se rend compte que le kilowattheure, il a souvent tendance à peser un peu plus lourd que le poisson. Alors pour autant, c'est vrai qu'il y a quand même des améliorations intéressantes qui ont été mises en place. On a conduit finalement à des débits moins artificiels, donc qui posent moins de soucis derrière d'un point de vue écologique. Et puis en plus, effectivement, EDF quand même donne le coût énergétique de ce que ça représente. Et donc on se rend compte que c'est un coût finalement relativement restreint, même si effectivement en valeur absolue on nous dit souvent que ça représente des ordres de grandeur importants. Donc ça fait pour donner un chiffre, moins d'1% du chiffre d'affaires qui est généré par la grande chaîne hydroélectrique. Bon, pour autant, c'est vrai qu'il y a, je veux dire, les progrès aujourd'hui, il y en a effectivement, il y a des choses intéressantes qui sont constatées. Pour autant, il y a quand même des efforts importants qui sont encore nécessaires, autant effectivement sur le plan écologique que sur la question d'intégration des usages, qui sont aujourd'hui encore un peu moins pris en compte. Alors aujourd'hui, on est quand même dans un contexte assez particulier de renouvellement des grandes concessions hydroélectriques. Ça peut être l'occasion de changer véritablement les grandes règles du jeu, puisqu'aujourd'hui on est simplement dans une démarche contractuelle, mais on n'a aucune garantie sur le véritable poids qui sera donné à l'aspect environnemental, notamment par l'État, qui rédigera le futur cahier des charges pour le renouvellement des concessions, donc à destination des futurs candidats. Deuxième exemple d'action, vis-à-vis de l'eutrophisation des retenues. Donc, on part du constat que la qualité de l'eau, elle est notamment très dégradée sur le barrage principal qui est situé en tête de bassin. Alors, il y a des apports importants, notamment en phosphore, qui sont produits par le bassin amont, qui se retrouvent stockés dans la retenue et qui participent à des problèmes d'eutrophisation. Du coup, effectivement, l'élément déclencheur, la méthode de travail, c'était notamment de la mise en place d'un contrat de rivière Haute Dordogne. Alors là-dessus, justement, on a travaillé avec différents acteurs en essayant d'agir à la source, en luttant contre les apports, donc aussi bien domestiques, industriels, agricoles. Il y a des programmes différents qui ont été mis en place, qui ont été portés par l'établissement en lien donc effectivement avec les collectivités, les particuliers, des industriels ou des exploitants agricoles. Alors pour autant, dans tous ces acteurs-là, on se rend compte notamment qu'il y en a un qui n'est pas spécialement concerné, qui ne se sent pas concerné, c'est notamment l'exploitant des barrages. Pourtant, qui est largement responsable, puisque les barrages ont quand même un rôle de concentration des polluants, et effectivement, du coup, de relargage des matières polluantes, effectivement, de modification des processus chimiques qui conduisent aux problèmes de qualité de l'eau et d'eutrophisation. Alors aujourd'hui, du coup, dans les perspectives, certes, effectivement, il faut continuer à réduire les apports qui sont à l'origine des perturbations sur la qualité de l'eau, mais du coup, il faut là-dessus réussir à impliquer tous les acteurs, aussi bien effectivement du coup ceux qui produisent ces pollutions, mais également l'exploitant qui en est responsable. Donc, un des moyens qui pourra permettre aussi peut-être de débloquer un peu les situations, il faut savoir qu'il y a un schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui est en cours de projet. Par contre, là-dessus, effectivement, il va falloir être imaginatif dans ce cas-là pour réussir à mobiliser tous ces acteurs-là, travailler effectivement ensemble sur la même sur la question de la qualité de l'eau. Autre exemple, celui donc des tronçons court-circuités que j'ai mentionné tout à l'heure.
Donc effectivement, des linéaires importants qui sont complètement, pour lesquels les écoulements sont complètement dérivés sur le bassin. Donc ce sont souvent des systèmes qui sont appauvris sur le plan piscicole, puisqu'effectivement en étiage quasiment permanent. Alors là-dessus, sans rentrer spécialement dans les détails, il y a quand même une réglementation sur des débits réservés qui est existante depuis un certain nombre de temps, qui prescrit un débit minimum dans les cours d'eau pour garantir des conditions de vie aquatique acceptables. Pour autant, c'est une réglementation qui n'est pas forcément super bien appliquée. Elle a été remise au goût du jour finalement assez récemment, par la loi sur l'eau de 2006, et donc qui prescrit une mise aux normes de tous les ouvrages d'ici 2014. Alors, en attendant cette échéance, le contrat de rivière s'est emparé de cette thématique pour anticiper son application sur certains tronçons. Alors concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Des études réalisées qui ont montré que des débits biologiques étaient soutenus, avaient besoin d'être mis en place. Et qu'en plus, il avait besoin de coupler ça à notamment une dévalisation piscicole pour vraiment travailler sur un potentiel intéressant d'un point de vue écologique. Suite à ces études, pourtant, l'exploitant, du coup, effectivement, en discussion avec l'État, a proposé plutôt d'appliquer des débits inférieurs à ce qui était préconisé, tout simplement, effectivement, parce que d'un point de vue énergétique, c'était contraignant pour eux. Donc, effectivement, un autre exemple pour lequel le kilowattheure pesait un peu plus lourd que le poisson pour le moment. Donc là-dessus, au niveau des perspectives, il y a quand même il y a cette évolution réglementaire dont j'ai parlé. Il y a également le contexte de renouvellement des concessions, puisqu'il y a pas mal de tronçons qui sont concernés. Ça pourrait être l'occasion de travailler vraiment sur une restauration du potentiel écologique, alors pas forcément sur les 350 km qui sont impactés, mais peut-être pareil d'essayer de trouver un compromis entre l'enjeu énergétique et l'enjeu écologique, pour travailler par exemple sur les linéaires les plus intéressants. Donc effectivement, on est toujours sur cette espèce de compromis éventuellement qu'il faut trouver. Donc au type d'action, alors ce coup-ci, c'est plutôt sur la circulation piscicole. Je prends l'exemple du barrage de Bergeracois, donc 3 barrages qui sont situés sur l'axe Dordogne au niveau de Laval, qui constituent en fait le plus gros problème de continuité piscicole, puisque effectivement, ils ont notamment participé à la réduction, à la chute des populations de saumon sur le bassin. Alors, il y a des équipements qui ont été réalisés quand même par le passé, même si on peut considérer que c'est un peu tardivement, dans les années 80, donc avec des passes à poissons ou des ascenseurs mis en place sur les 3 ouvrages. Pour autant, il a fallu se rendre compte, il a fallu attendre quasiment 15 ans pour se rendre compte qu'il y avait encore de nombreux problèmes qui se posaient. Alors, aussi bien sur l'efficacité des ouvrages, mais également des fois ce sont des travaux qui ont été faits sur les barrages qui ont modifié les conditions hydrauliques. On a l'impression au départ que ce sont effectivement des systèmes assez simples, passe à poisson, sauf qu'effectivement au niveau des conditions hydrauliques, c'est souvent des choses compliquées à dimensionner. On a également vu des fois le problème de l'entretien qui se pose largement, puisque l'exploitant ne se sent pas spécialement impliqué. Il ne s'implique pas forcément autant sur l'efficacité d'une passe à poisson que sur l'efficacité d'une turbine. Et en plus, du coup, effectivement, tous ces problèmes qui se cumulent, ils se posent sur 3 ouvrages. Puisque, alors, petit chiffre pour l'illustrer, même si on avait une efficacité de 80% sur chacun de ces ouvrages, 80 par 80 par 80, au final, on se rend compte qu'on n'a plus que 50% d'efficacité totale. Donc, effectivement, des choses limitées. Donc là-dessus, sur cet aspect-là d'équipement, de franchissement des barrages, on se rend compte quand même qu'il y a des améliorations qui sont mises en place petit à petit, mais il faut réussir à être très persuasif pour atteindre un franchissement d'excellence qu'on pourrait appeler, qu'on viserait, mais qui est aujourd'hui pas atteint. Dernier type d'action qui est engagé, donc les programmes d'aménagement d'axes pour la restauration piscicole. Alors là-dessus, on a différentes expériences sur le bassin, la plupart du temps portées notamment par des contrats de rivière. Donc premier exemple, celui de la Serre. Donc on voit un affluent de rive gauche de la Dordogne sur le bassin amont. Là-dessus, sur ce bassin-là, on a environ 180 seuils qui ont été dénombrés. Il y a une étude multicritère qui a été menée, donc ouvrage par ouvrage, avec le CEMAGREF. Donc une étude multicritère sur les plans de l'inondation, de la stabilisation hydraulique, de l'utilité éventuelle pour l'alimentation en eau potable, l'aspect patrimonial et sur l'aspect piscicole. Pour autant, du coup, sur l'aspect piscicole, alors effectivement, cette analyse ouvrage par ouvrage, elle a été intéressante, sauf qu'effectivement, il y a manqué une espèce de vision globale
une stratégie d'intervention, et du coup qui a posé derrière des soucis pour justifier finalement une intervention. Donc il n'y a rien de concret véritablement qui s'est fait sur le plan de la restauration piscicole, alors qu'il y a des choses qui ont été faites en termes par exemple de restauration de seuil, puisqu'ils avaient, pour certains, qui avaient des usages avérés et qui étaient un petit peu en état de qui commençait dont l'état commençait à se délabrer. Autre exemple, celui du Céou, donc un autre affluent rive gauche de la Dordogne. Alors là également, c'est un contrôle de rivière qui s'en a emparé. C'est un affluent à migrateur, notamment pour les salmonidés, pour lesquels il y a 7 seuils aval qui ont clairement été identifiés problématiques pour la remontée des poissons. Encore une fois, il y a un prédiagnostic qui a été réalisé, sauf que ce coup-ci, c'est un blocage réglementaire qui a eu lieu. Tout simplement, ce cours d'eau effectivement était classé pour les migrateurs, sauf qu'il n'y avait pas de liste d'espèces qui a été mise en place. Donc, malgré la présence d'un maître d'ouvrage qui était très intéressé pour porter le projet, il ne s'est pas senti à l'aise pour pousser, et notamment, du coup, inciter les propriétaires à agir et risquer finalement de mettre en place, d'aboutir à des contentieux, puisque la réglementation n'était pas spécialement favorable. Donc, là-dessus, il n'y a pas d'action qui a été véritablement engagée. Et puis un autre exemple un peu plus récent, donc le cas de la drone, un axe intéressant notamment pour les anguilles, pour lequel il y a un contexte plus favorable qui s'est mis en place. Alors il y a une phase de diagnostic poussée qui a été réalisée par l'ONEMA récemment, notamment dans le cadre du programme national finalement de la restauration piscicole, de la continuité. Et donc maintenant, c'est une phase de relais qui s'opère pour mettre en place une véritable stratégie d'intervention, puisqu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont concernés, un linéaire de quasiment 100 km et puis environ 36 ouvrages. Donc un relais qui est notamment fait avec le PTB. Sur cette action-là, on est assez bien parti par rapport notamment aux autres exemples, mais on sent aussi que du coup, il va y avoir des difficultés forcément qui sont pressenties, notamment administrative, avec l'analyse finalement juridique et le statut de tous les ouvrages, qui posera forcément à un moment un souci, du coup, qui va nécessiter du moins un gros travail. Donc finalement, au niveau de la conclusion, on a effectivement sur l'échelle d'un territoire des problèmes de continuité qui sont complètement variés en fonction du type d'ouvrage, en fonction des usages, en fonction des enjeux aussi. Pour autant, on trouve quand même il y a toujours des moyens d'action et des solutions qui existent, même si elles ne sont pas forcément évidentes au premier abord. Alors, quand on veut avancer, la plupart du temps, effectivement, il faut avoir une démonstration quand même du problème, premier aspect. Avoir des solutions techniques qui soient trouvées. Bon, en général, quand on cherche, on réussit à trouver. Un contexte réglementaire favorable, ou du moins qui ne soit pas trop contraignant pour le projet. Et puis il faut également souvent une motivation et une volonté politique, un engagement dans le projet. Il y a également l'aspect financier et l'argent. Alors, certaines fois, c'est plus une formalité quand toutes les autres conditions sont réunies. Après, finalement, j'allais dire, il ne reste plus qu'à agir, même si c'est facile de le dire. Voilà, je vous remercie.